Bonjour à tous et bienvenue au Centre de recherche en droit public de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Je suis donc Karim Beniclef, professeur au CRDP. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Madame Aude Lancelin, fondatrice et directrice de QG Média, un média en ligne de grande qualité. Alors, on peut se demander, c'est quoi la qualité? Eh bien, la qualité se mesure à l'indépendance, au souci des faits et à la diversité des opinions, toute qualité qu'on retrouve chez QG Média. Alors qu'en est-il de ces caractéristiques dans nos médias dits mainstream ou, comme l'écrit avec une joyeuse ironie Pierre Rimbert du Monde diplomatique, les médias de qualité? Porte-voix des puissances économiques ou politiques, la quasi-totalité des médias, je dis bien quasi-totalité, annonce le même refrain et ne cesse, vous savez autant que moi, de claironner leur indépendance et leur objectivité. Ce qui fait que parfois on est aux prises avec une presse Georges Feydeau, presse de la belle époque, préoccupée par les soucis de la petite bourgeoisie, la violence, le vol, la délinquance, les mœurs, divorce et querelles des stars, mondanité des rich and famous, et bien sûr les scandales financiers ou mondains, les combats de coqs politiques, qui est le chef, qui veut être le chef, et l'inévitable corruption et la chute des idoles. Les illusions perdues, Balzac reflète bien l'état de la presse actuelle, souvent confite dans ses illusions et en grande difficulté. La presse dite de qualité blâme pêle-mêle Internet, les plateformes, le populisme, Donald Trump, le prix du papier. Alors, remettre en cause les puissants, questionner les formes du capitalisme, prendre à bras-le-corps la question de l'environnement plutôt que d'évoquer des modes capitalistes de gestion de cette question, bourse du carbone, technologie de captation du carbone ou même construction d'une station sur Mars, se questionner sur les responsabilités du libéralisme dans les inégalités croissantes, la hausse du taux de mortalité des blue-collars américains, sans parler des enfants dont l'espérance de vie est maintenant plus longue en Chine qu'aux États-Unis, se questionner sur la marchandisation de toutes les activités humaines, la mise en calcul de tous nos comportements, bien avant l'algorithmisation de nos sociétés, éditorialiser sans cesse sur les valeurs des démocraties libérales, sur leur nécessaire exportation, sur leur absolue vertu, sur le recours à la force pour imposer la démocratie, croire en un monde binaire opposant les gentilles démocraties aux méchantes autocraties, faire la leçon aux pauvres et au monde entier. Bon, comment peut-on s'étonner de ne plus être lu ou regardé quand on tient un tel discours? Si cela ne suffisait pas, et comme l'écrit Chris Hedges, journaliste américain gagnant du prix Pulitzer, ce discours se veut aussi sensorial, au sens où il ne supporte pas les voix dissidentes, les étouffant sous les injures, le mépris, accusation de populisme, de radicalisme, ou mieux encore par le silence. On le voit en Angleterre, où plus d'1 million de personnes dans la rue ont manifesté pour un cessez-le-feu à Gaza, et où nous retrouvons que de brèves mentions dans la presse anglaise. Bref, la crise de la presse n'est pas sans lien avec les instabilités démocratiques de nos sociétés avancées. La presse reflète en fait le malaise, les dysfonctionnements, les dénis des classes éduquées aux manettes politiques et économiques. Pure expression de l'extrême centre, ces classes réfléchissent et agissent selon un logiciel du début du siècle dernier, un mélange de libéralisme et d'autoritarisme. Un autoritarisme qui se manifeste notamment par la mise à l'abri normative des forces du marché, de la démocratie, une sanctuarisation du capital. Toute remise en cause qu'induirait notamment une véritable prise de conscience écologique, par exemple, ne peut être envisagée. Elle est inimaginable, car elle supposerait, vous me permettrez cette redondance, un réel rapport à la réalité. Se colter au monde tel qu'il est et non pas tel qu'il a été, voir et entendre la réalité. Une réalité qui sape les ressorts et les fictions des classes éduquées. Et notre presse de qualité ne semble pas capable de faire ce travail, car elle saperait alors son propre fondement, vivant alors dans le déni, une déconnexion inquiétante, une véritable dissociation mentale. Il revient donc à QG Media et à d'autres, comme aux États-Unis Consortium News ou The Intercept, de nous ramener au réel, d'appréhender la réalité dans toute son épaisseur dérangeante, malpropre, voire obscène, cette réalité qui démonte et révèle les fictions par lesquelles les classes éduquées conduisent les affaires de nos sociétés. La tâche est très difficile, mais bien sûr nécessaire. Sera-t-il possible pour la presse de jouer un rôle qu'elle a pu jouer dans le passé, et dans un passé pas si lointain, je pense notamment à l'immédiate après-guerre,
Jouer donc un rôle, être un révélateur des véritables ressorts de nos sociétés, des rapports de pouvoir, des voies alternatives d'organisation sociale et politique, des intérêts de classe, bref, faire état de la réalité. Pour ce faire, j'accueille avec un immense plaisir une journaliste d'expérience, Aude Lancelin, qui s'entretiendra de ces questions avec Thibaut Biscaï, postdoctorant au CRDP et contributeur à QG Média. Aude Lancelin a un très long passé de journaliste, vous l'avez lu ou vu dans plusieurs médias. Elle a co-dirigé la rédaction du Nouvel Observateur, de Marianne, et son livre Le Monde libre a obtenu en 2016 le prix Renaudot Essai, un livre que je vous conseille d'ailleurs vivement de lire, car on y apprend beaucoup sur la presse française, avec ironie et comme dans une enquête. Elle poursuit son travail au sein de QG Média, que je vous encourage à consulter et à soutenir en vous abonnant. Vous y apprendrez beaucoup, je le sais, puisque c'est mon cas. Thibaut Biscaï est donc chercheur postdoctoral au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal, et ses travaux portent sur l'économie politique. Sa thèse de doctorat soutenue à l'Université York de Toronto s'intitulait, et c'est tout un programme, Emmanuel Macron and the Passive Revolution of French Neoliberalism, Discipline, Defection and Dissent in Contemporary French Politics. Un titre, encore une fois, très parlant, qui illustre les dérives autoritaires du libéralisme contemporain. Tous les moyens sont bons pour imposer ses fictions et son narratif. Aude et Thibaut échangeront pendant 1h30 environ, et une période de questions suivra. Alors je vous remercie encore et je vous souhaite un très bon échange. Voilà. Merci beaucoup, professeur Beignet-Clef, pour cette introduction. Bonjour Aude Lancelin. Bonjour. Bienvenue à Montréal, bienvenue au Québec. Je suis très flattée par cette invitation, très heureuse. Merci pour votre présentation, professeur, et merci à Thibaut, qui est un de nos collaborateurs, en effet, sur QG. Extrêmement brillant. Je recommande absolument ces textes, ces analyses sur le macronisme, que malheureusement la France n'est plus vraiment en état de produire. Peut-être qu'on est trop près de la chose. Nous sommes vraiment aussi extrêmement heureux de vous accueillir ici, au Centre de recherche en droit public et au laboratoire de cyberjustice pour cette discussion qui va nous faire du bien, je pense, de dire les choses sur les médias, sur l'écosystème des médias en France, sur la réalité politique de la France également. Donc on va voir à travers votre parcours, à travers vos ouvrages, avoir une vision de l'écosystème des médias en France, avoir votre ressenti sur le métier, tout en revenant ensemble sur des épisodes marquants de l'histoire récente française, des épisodes qui peuvent expliquer l'impasse politique et démocratique dans laquelle on se trouve aujourd'hui en France. Donc je pense notamment au référendum de 2005 sur la Constitution européenne, qui a été un grand moment de rupture entre le peuple et les classes éduquées, pour ainsi dire. Les attentats terroristes de 2015, évidemment, avec toutes leurs conséquences en termes d'état d'urgence, de restriction des libertés publiques. Vous étiez à l'époque à l'Obs, donc vous pourrez nous donner vraiment votre ressenti sur cette période-là, du point de vue de la rédaction et de ce qui l'entourait. Et bien sûr, l'avènement du macronisme et de tous les contre-mouvements qui l'ont accompagné, les Gilets jaunes en particulier. Donc il faut dire que la France s'est incroyablement transformée en l'espace de 20 ou 30 ans. On a des clivages qui ont volé en éclats, un climat politique de plus en plus délétère, une rugosité dans les relations sociales aussi, qui devient de plus en plus prégnante. Et tout ça est encore plus exacerbé aujourd'hui dans ce moment très particulier qui est celui du conflit israélo-palestinien et d'une véritable un débat en France qui est véritablement électrisé en ce moment. Donc c'est tous ces thèmes-là sur lesquels j'aimerais qu'on revienne ensemble, avec ce titre, La mise à mort du journalisme, que vous aviez choisi et dont on va comprendre la teneur au fil de l'entretien, j'espère. Mais avant de passer à tous ces sujets, j'aimerais commencer, pour ainsi dire, par le commencement. Et quand j'entends le commencement, je veux dire le commencement intellectuel, c'est-à-dire votre formation de philosophe, puisque vous n'avez pas suivi le parcours type, entre guillemets, de journaliste. Je n'ai pas fait d'école de journalisme. Donc vous avez fait des études de philosophie, vous êtes agrégé de philosophie. Et qu'est-ce qui vous a mené à choisir cette discipline philosophique ? Comment vous positionnez-vous vis-à-vis d'elle et comment a-t-elle informé votre
parcours journalistique et votre analyse journalistique? Alors, effectivement, c'était pas évident, en fait, comme destin. Je me suis trouvée effectivement engagée dans des études longues de philosophie qui m'ont menée jusqu'à l'agrégation à la Sorbonne, à Paris 4. Et après, s'est posée la question, j'ai été prof 1 an, parce que c'est ce qu'on appelle le stage pratique, ce qui vous permet de conserver ce diplôme. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'enseignez pas. Et effectivement, après, s'est posée la question du choix professionnel. Sur le papier, le journalisme, moi je venais de Nietzsche, dont l'un des fragments posthumes dit « Encore un siècle de journaux et les mots eux-mêmes pueront ». Je venais aussi de Baudelaire, qui, dans Mon cœur mis à nu, dit que le journaliste est la domesticité publique. Voilà. Donc j'avais tout cet imaginaire, et celui des illusions perdues aussi. On connaît la triste fin du héros journaliste des illusions perdues, puisqu'il va jusqu'au suicide. Après avoir, après avoir descendu toutes les marches des illusions de ce métier. Donc effectivement, c'était pas évident, mais disons que je n'avais pas la vocation d'enseigner. Je voulais voir du pays, rencontrer du monde, et donc ça a été un petit peu, c'était pas à proprement parler une vocation. C'était un choix raisonné. Voilà. C'est dans ces circonstances-là que je me suis trouvée rapidement au Nouvel Observateur, où j'ai vraiment démarré comme stagiaire à la machine à café, au service société et aux chiens écrasés, et tout ce qu'on peut imaginer. Et en quelques mois, voilà, j'ai réussi à intégrer le service culture de l'Obs, où je suis devenue critique littéraire et responsable des idées. Y avait-il une plume qui vous inspirait particulièrement, qui vous a poussé en quelque sorte à vous-même vous engager dans cette Alors, c'était encore une époque, on est au début des années 2000, c'était encore une époque où il y avait des autodidactes dans ce métier, où tout le monde n'avait pas fait CFJ, Sciences Po, voilà. Pour ensuite se prosterner devant les écrits de Pierre Rosanvallon. Il y avait encore des vrais baroudeurs, il y avait des gens qui parcouraient la planète, il y avait des gens qui utilisaient l'argent de leur pige pour acheter de l'opium dans des pays improbables. Donc il y avait encore un côté comme ça, assez interlope, plus beaucoup à vrai dire, hein, mais voilà. Et c'est vrai qu'il y en a un particulier qui m'avait beaucoup marqué, qui s'appelle François Cavelioli, et auquel Le Monde Libre est d'ailleurs dédié, voilà, qui était un ancien journaliste de combat, qui avait connu Albert Camus, un ancien journaliste de Paris Match, une grande plume, et qui était à l'Obs quand moi j'ai commencé comme stagiaire au service société. Donc c'était un petit peu mon héros. Il vous a pris sous son aile en quelque sorte il fait partie des gens, j'ai eu de la chance d'avoir pas mal de gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, mais ça a été un ami jusqu'à sa mort en 2006. Et c'est un homme qui avait été condamné pour offense au chef de l'État sous De Gaulle à de multiples reprises, ce qui lui donnait une aura particulière. Voilà. Et donc vous entrez à l'Obs en 2000, progressivement vous accédez aux pages culture, aux pages idées, et c'est surtout des grands entretiens que vous faites à l'époque, des analyses, comment vous caractérisiez le métier? En fait, du fait de ma formation, on m'a très rapidement confié les idées. Et donc, j'ai eu l'immense chance, moi, débutante, d'avoir accès tout de suite à des grands noms de la pensée française. Il y en avait encore. Donc, je me suis retrouvée à 26-27 ans à interviewer Jean Baudrillard, Paul Ricoeur, qu'on apprécie ou pas. C'était un grand monsieur. Et tous ces gens, Claude Lanzmann, étaient vraiment à disposition. Donc c'était vraiment une chance immense pour une débutante comme moi à l'époque.
C'est aussi l'époque se durcissant, on va en parler bien sûr, et c'est un sujet, Thibaut, que vous connaissez très très bien, vous qui avez étudié la dérive du néolibéralisme autoritaire. C'était encore une époque où on avait des formats longs, la plume comptait encore, on n'était pas dans le formatage intégral. La plume était quelque chose de valorisé. Il y avait encore des gens comme Jacques Julliard, Jean Daniel qui étaient vivants et qui mettaient ça en avant. Après, ça s'est, en quelques années, ça s'est fortement raidi. Alors il y a des noms propres qui incarnent ce raidissement. Par exemple, Laurent Geoffrin, typiquement, c'est quelqu'un qui a multiplié les allers-retours du Nouvel Observateur à Libération et retour, comme ça, une espèce de... Voilà, et qui a, je le dis vraiment, qui a vraiment fait énormément de dégâts en termes de mise au pas du journalisme par les intérêts actionnariaux auxquels il était complètement vendu à l'époque. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on va en parler, mais on a senti vraiment les verrous se resserrer, les relectures par le directeur de la rédaction se faire de plus en plus pressantes et les premières censures ouvertes arriver. J'allais venir, comment en fait s'exercer cette pression, cette censure, parce qu'il y a aussi de l'autocensure évidemment, quand on est dans un environnement assez adverse, qui ça peut arriver aussi, mais j'imagine qu'il y avait aussi des interventions directes. Est-ce que vous pourriez les caractériser pour nous, pour qu'on se donne une idée un peu de comment ce genre de... Alors moi, ce qui me frappe toujours quand je lis de la littérature critique des médias d'extrême gauche, c'est que les gens disent toujours non, c'est systémique, l'actionnaire n'appelle jamais, n'intervient jamais directement, ça se passe de façon beaucoup plus subtile et tout. Non, en réalité, ces gens n'ont jamais mis les pieds dans une rédaction. Ça ne se passe pas de façon subtile, ça se passe de façon brutale. Il y a effectivement plusieurs niveaux de censure. La première et la plus importante d'entre elles, c'est bien sûr l'autocensure. C'est-à-dire, vous savez très bien, et personne ne peut se mettre au-dessus de ce sentiment-là, et moi je ne le ferai pas non plus, vous évaluez quand même le degré de risque que vous avez ou pas de présenter tel sujet, de proposer tel intervenant pour tel problème, et vous savez très bien, quand vous sentez bien la ligne de votre journal, c'est quelque chose que vous sentez très très bien. Alors, est-ce que après chaque individu réagit en fonction, de son envie d'en découdre, de ses croyances, de sa préférence ou pas pour son prêt locatif. Bon, c'est une équation quotidienne dans les rédactions. Donc ça, c'est la première autocensure, et couche de censure, l'autocensure, elle est très puissante. On sait très bien que je peux prendre des exemples. Prenons aujourd'hui, par exemple, c'est très bien, si vous voulez traiter les émeutes extrêmement violentes qui ont eu lieu en France en juin et juillet 2023, selon que vous allez choisir Monsieur Olivier Roy pour s'exprimer ou Gilles Kepel, on sait très bien ce qui va se passer ensuite dans le bureau du rédacteur en chef. Voilà. Le simple énoncé de certains noms peut déjà vous mettre sur une liste de suspects, en fait. Voilà. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien forcément ces deux penseurs, effectivement, il y a Olivier Roy qui est un intellectuel qui d'ailleurs enseigne en Italie, grand spécialiste du djihadisme, du radicalisme islamique, des processus de radicalisation, qui les a même étudiés à la racine. Donc il sait ce que c'est qu'un jeune qui entre dans ce genre de processus destructeur. Et puis en face, vous avez quelqu'un qui très souvent est sur la ligne des chiens de garde attendus, et la ligne républicaine obsessionnelle qui aujourd'hui est dominante, bien sûr, dans les médias français.
Donc ça, c'est la première couche de censure. La seconde, bien sûr, c'est la relecture la plus brutale qui soit. Et encore, moi j'ai connu une époque où on prenait la peine de vous faire venir et de faire un ligne à ligne et de vous expliquer ce qui n'allait pas dans votre texte. Maintenant, en raison du changement de nature actionnariale de la presse française, qui maintenant, on va y venir, est possédée à 90% par des groupes du CAC 40, où les mœurs managériales du CAC 40 ont été importées, c'est-à-dire des mœurs de plus en plus dures, avec un chantage à l'emploi énorme. Je ne suis pas sûre que maintenant on prenne vraiment la peine voilà, on censure directement, on coupe au mur, voire on envoie, comme je sais que ça se passe, parce que j'ai toujours énormément, bien sûr, d'amis et de relations dans ces médias-là. Maintenant, on envoie même directement au cabinet du ministre pour lecture les portraits ou les interviews qui sont faites dans certains de ces titres-là. C'est une pratique devenue absolument courante. Donc il y a eu vraiment une très très profonde dégradation de la liberté dans ces médias-là en France. Une servilité de plus en plus manifeste. Alors, à titre individuel, les gens peuvent vous dire oui, non, mais tu comprends, mais moi je désapprouve totalement. Je sais très bien qu'on ne devrait pas le faire, mais maintenant c'est comme ça. Ouais. Donc, voilà. Et puis évidemment, alors il y a eu plusieurs méthodes selon le nom propre qui possède le groupe. Bolloré, maintenant, est coutumier des saignées brutales de rédaction entière. Ça a été le cas sur iTélé, ça a été le cas à Europe 1, ça a été le cas au Journal du Dimanche, voilà, qui a été entièrement décapité l'été dernier. Mais en fait, je fais partie des gens qui pensent qu'il ne faut pas focaliser sur la personne de Bolloré et son caractère ultra réactionnaire, voire ultra réactionnaire sur certains sujets. En fait, le problème est le même, quel que soit le nom propre que vous mettez à la tête d'un groupe. Le problème est le même chez Patrick Drahi ou au Journal L'Express, des plans de départ énormes ont été mis en place dans les années 2020. Pour clarifier ce point, quand vous faites sortir 50 journalistes de la rédaction et que vous n'avez plus que quelques personnes suroccupées, débordées, des jeunes gens, des précaires, vous leur faites faire forcément ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est une autre façon de procéder, mais qui a aussi son efficacité. Et puis, bon, après, chaque groupe du CAC 40 qui possède les médias en France a sa coloration et ses méthodes particulières. Mais dans chacun de ces groupes, les atteintes à la liberté d'expression des journalistes et de circulation des opinions au niveau national sont toutes colossales actuellement. On reviendra un peu plus tard sur cette concentration extrême dans les médias et tous les problèmes que ça engendre. Mais peut-être, puisqu'on est toujours sur votre premier passage au Nouvel Observateur, c'était aussi l'époque, en 2005, donc, de ce fameux référendum constitutionnel sur un projet de constitution européenne. Donc c'était la deuxième fois qu'on faisait voter les Français après 1992, après le traité de Maastricht, qui était passé à un cheveu. Et là, après un an d'une campagne très intense, avec beaucoup de débats, une sorte de renouveau dans les pratiques démocratiques françaises, donc un renouveau pour la gauche aussi, hein, on peut le dire. Il y avait quand même une sorte de nouvelle ferveur pour cette question. Donc les Français votent contre ce projet. Il est adopté au final 2 ans plus tard par une autre voie, le traité de Lisbonne, qui sera donc adopté par le Parlement sous Nicolas Sarkozy. Comment analysez-vous cet épisode français en termes de l'impact qu'il a eu sur la confiance des citoyens envers non seulement leurs dirigeants, mais aussi leur presse?
Alors, vous avez raison de le souligner, il est absolument déterminant dans cette histoire. D'abord, ça a vraiment été le premier tremblement de terre, le réveil du peuple français. Parce que personne ne s'y attendait, réellement. Il faut quand même se souvenir que le texte avait été voté par plus de 90% des élus français en amont à Versailles. Et tout le monde pensait que le peuple français était anesthésié, endormi, et n'en avait strictement rien à faire. Et je me souviens, ça m'avait beaucoup frappé parce que j'y ai repensé au moment des Gilets jaunes. Il y avait des éditorialistes de plateau qui se relayaient pour dire non mais attendez, l'ouvrier de Nancy qui rentre du boulot, il a envie d'ouvrir une bière et il n'a certainement pas envie de lire la Constitution. Et c'est très bien comme ça. Nous, on est là pour lui expliquer ce qu'il faut faire et pour le mener là où il faut. Et c'était vraiment le climat général. Ils étaient absolument tranquilles. Franchement, il n'y avait pas d'anxiété. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça, effectivement. Comme sous les Gilets jaunes, les gens ont commencé à s'informer, à échanger. Souvenez-vous, ça paraît fou, mais c'était quasiment vraiment le début des réseaux sociaux, 2005, parce que évidemment, depuis le début des années 2000, il y avait déjà des sites internet de presse. Par exemple, nouvelobs.com a été créé en l'an 2000, même en 1999, je crois. Mais c'est vraiment en 2004 que ça explose, que ça se développe de façon exponentielle et que les journalistes commencent à avoir en face d'eux des gens qui leur répondent. Je me souviens de l'effroi de certains, et ça répond en plus, qui pour la première fois de leur vie se trouvaient confrontés quasiment en temps réel aux réactions des lecteurs, des auditeurs. Bon. Donc c'était vraiment un choc pour eux. Et le mouvement a commencé à monter. Des figures, voilà, comme des Étienne Chouard, etc., ont commencé à être médiatisées. C'est la première fois, je me souviens, qu'on a entendu toute la classe médiatique et politique commencer à dire non mais ce qui se passe sur Internet maintenant, c'est plus possible, il va falloir réguler ça. Les gens se montent le bourrichon, c'est un nid de complotistes. En 2005, voilà. Et voilà. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, vous l'avez dit, effectivement, Thibault. Non, le vote a surpris tout le monde. Et ils se sont, 2 ans plus tard, sous Sarkozy, assis sur ce vote. Ils ont montré le poids du vote français. Et c'était vraiment intéressant moi, j'ai vécu ça du côté de la gauche libérale, puisque j'étais à l'Obs à cette époque-là. Et je me souviens d'intellectuels, d'éditorialistes comme Jacques Julliard qui disaient mais le référendum, ça c'est vraiment la naïveté rousseauiste, la fusion du début, mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et nous, on est là, voilà, le cercle de la raison. Donc c'est à ce moment-là que la notion de cercle de la raison émerge. C'était une expression d'Alain Minc, mais elle résume parfaitement l'état d'esprit de l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une époque où l'altérité, l'hétérodoxie n'avait même pas de substance, en fait. On était au point maximal de la décomposition de la crédibilité des intellectuels marxistes qu'on n'entendait pas plus du tout. Gilles Deleuze a écrit un texte resté historique sur les nouveaux philosophes et sur leur rôle dans la campagne de délégitimation totale de la gauche intellectuelle. Il va falloir attendre, dans cette histoire en France, il va falloir attendre les années Sarkozy pour que des gens comme Badiou, par exemple, Camalin Badiou, Emmanuel Todd, remontent au front et fasse entendre à nouveau la voix de l'intelligence en France. Mais les années 90 et les années 2000, ça a été absolument le désert de l'intelligence française. Parlez-nous peut-être de l'influence des nouveaux philosophes. Comment ils ont influencé en fait la classe intellectuelle française et quelle a été l'ampleur de leur nocivité ?
En fait, au-delà du caractère ridicule de certains d'entre eux, au-delà de leur coiffure, de leur brushing, de leur carnet d'adresses insensé qui leur permet d'acheter des unes pour des films qui font 30 entrées, si on laisse de côté tout le folklore, en fait, tout était dit sur la gravité du phénomène, tout était dit dans le texte de Deleuze, de Gilles Deleuze, si on le lit bien. Et je me souviens de cette phrase incroyable qu'il a, et j'y repense souvent quand je regarde la télévision en France aujourd'hui, les émissions dites de débat. Il disait, mais en fait, les livres maintenant ne sont plus qu'un prétexte pour passer à la télévision, et à la limite, on pourrait même se dispenser de les publier. Ces mecs-là pourraient s'en dispenser, puisque en fait, l'image s'est substituée à la pensée elle-même. Et c'est exactement ce à quoi on assiste, puisque maintenant, sur les plateaux de télévision français, et je pense dans bien d'autres pays, on va y venir, il suffit d'être un histrion, d'avoir le verbe haut, il suffit de produire un symptôme, même parfois, puisque certains d'entre eux, certaines des têtes qu'on voit tous les soirs sont manifestement des gens qui sont complètement dérangés dans leur tête. D'ailleurs, on a aussi récupéré un Québécois, si vous pouviez le reprendre, on en parlera après. Mais bon, voilà, typiquement, ce personnage-là est un type qui est convié sur scène pour produire un symptôme. Il a sa propre émission maintenant. Et il a sa propre émission, et voilà. Bon, alors c'est pas nouveau, hein, on va pas tout mettre sur le dos des Québécois, mais moi j'ai commencé à la télévision. Quand j'ai commencé à faire de la télévision, c'était dans l'émission de Franz-Olivier Gisbert, et on était deux femmes, deux chroniqueuses avec Franz-Olivier Gisbert, et l'autre était Elisabeth Lévy. Ah oui. Oui. Donc Elisabeth Lévy, depuis un grand parcours héroïque qu'il a mené sur la chaîne CNews, dans un rôle qui consiste essentiellement à taper sur les Arabes toute la journée. Enfin, je ne lui connais pas exactement d'autres thèses. Mais maintenant, c'est devenu rémunérateur. C'est ça la différence. Voilà. Et j'ai aussi connu à l'époque, j'ai jamais été sur des mêmes plateaux que lui, mais j'ai bien connu Éric Zemmour, qui était sur e-télévision à l'époque, l'ancêtre de CNews, et en réalité qui déjà produisait ce genre de discours très très problématique, mais qui n'a cessé d'être promu tout au long des années 2000, pendant qu'à l'inverse de ça, tous les gens qui avaient des opinions progressistes, je ne parle même pas d'anticapitalistes, n'allons pas jusqu'à ce crime de pensée, mais quand même progressistes et ouverts, ont été impitoyablement éliminés les uns après les autres. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez quitté l'Obs, ce climat-là? Alors, pour pas m'attarder sur mon cas personnel et pour résumer ça en clair, moi quand je quitte l'Obs, on est en 2011, je suis totalement placardisée, on est sous la direction de Denis Oliven, qui est un cas très intéressant intellectuellement, parce que Denis Oliven, c'est l'ancien patron de la FNAC, c'est l'ancien patron d'Air France, c'est un ancien patron du CAC 40, il est dans tous les réseaux des GRAC, il a même un bout de passé maoïste qui lui donne une petite touche sulfureuse. Bon, même si je pense qu'il n'a pas fait grand-chose, hein, à vrai dire, il devait avoir 15 ou 16 ans d'ailleurs, mais suffisamment pour qu'il puisse endosser le rôle du repenti. Moi, à la gauche, je sais ce que c'est, voilà, elle nous a menés au crime, et donc maintenant je touche des stock options. Voilà, je suis rentrée dans le bon chemin. Donc on l'a eu comme directeur de la rédaction, et là effectivement la situation s'est vraiment dégradée pour les gens comme moi. Elle s'est tellement dégradée que même un Jacques Julliard qui était qui a accompagné quand même le Parti socialiste, hein, dans son parcours néolibéral, lui aussi se voyait censuré régulièrement, des éditos entièrement trappés, et voilà, il subissait presque la même persécution que moi. C'est dire. Voilà. Donc nous avons mis au point un plan d'évasion, voilà, et nous sommes partis ensemble à Marianne,
avec l'illusion que c'était quand même un journal de francs-tireurs, quand même plus... bon, voilà, moins bourgeois, moins empesé que l'Obs, et que peut-être là-bas, on nous laisserait davantage... Bon. Il faut dire que c'était après la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007, que, ça avait, que vraiment la présidence Sarkozy a énormément dégradé la situation pour les gens de gauche partout, hein, et que voilà, il fallait trouver des solutions. Donc on est parti à Marianne, et pour ma part je me suis aperçue assez rapidement que le même système avec les mêmes têtes de pont et le même réseau était en réalité en place, avec une coloration un peu chevènementaux républicaine, mais le fond du réseau était exactement le même. Ce qui frappe, c'est cette consanguinité, hein, ces allers-retours incessants, même entre public et privé. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent de la maison ronde, qui vont ensuite chez le concurrent privé, puis qui repartent. Et c'est la même chose dans la presse papier. D'où vient ce turnover incessant Mais en fait, il s'agit, une fois que vous avez compris ça, en fait, que ce sont les mêmes, que c'est des marionnettes batailleuses devant les caméras, mais que la caméra éteint, tout le monde est d'accord pour se partager le gâteau. Vous avez compris qu'avec eux, il ne se passera jamais rien. Moi, le jour où j'ai appris que Laurent Geoffrin, François-Olivier Gisbert et le patron de Marianne, Jean-François Kahn, passaient tout leur Noël ensemble, avec la famille, etc., je me suis dit que cette presse-là était condamnée. Voilà, et c'est exactement ce qui se passe, avec maintenant en plus voilà, une coloration encore plus actionnariale, encore plus inquiétante, parce que les gens qui possèdent aujourd'hui les médias en France ne sont pas des hommes de presse. Ce ne sont pas des gens qui aiment la presse, ce ne sont pas des gens qui connaissent la presse, ce sont même des gens qui méprisent les journalistes, pas forcément à tort, je dois dire. Mais je peux... Voilà, par exemple, un Xavier Niel qui est propriétaire, à l'heure actuelle, actionnaire majoritaire de l'essentiel des titres de gauche français, donc Le Monde, Le Nouvel Observateur, Télérama, qui a mis de l'argent absolument dans toute la presse et dans tous les médias français, qui va peut-être racheter une chaîne de télévision française, c'est un homme qui... ne s'intéresse absolument pas au monde journalistique, à la presse, qui simplement a eu à un moment donné de son parcours un besoin de respectabilité, un besoin d'accès rapide au réseau élyséen, et qu'il l'a acquis en achetant ses journaux, tout simplement. C'est quelqu'un, pour dire les choses clairement, qui a fait de la prison préventive, qui a été condamné pour recel, qui a failli être condamné pour des faits encore plus graves, qui est vraiment passé sur un fil, quoi, d'un destin judiciaire voilà, totalement rédhibitoire pour ses activités, et qui en a conçu vraiment le dessein de museler les journalistes autant qu'il le pouvait, de les acheter et de les rémunérer, souvent grassement pour ça, ce qu'il a mis en place de façon assez remarquable d'ailleurs, puisque maintenant, cet homme qui est un propriétaire de téléphonie low cost, qui a commencé sa carrière dans les peep shows, ce genre de choses, voire plus, maintenant se trouve à la tête du Monde, c'est-à-dire quand même le journal de référence français, celui qui fait autorité dans les pays à l'étranger, celui auquel, malgré tout, les gens qui ont, les cadres français qui ont envie d'être encore un petit peu, un quart d'heure par jour pour s'informer, quand même, ils se prennent un abonnement numérique au Monde, donc quand même ça leur fait quand même un petit aperçu sur ce qui se passe dans la journée. Et en plus, ils ont l'impression comme ça d'avoir un supplément d'âme même. C'est ça qui est absolument pervers. Oui, et d'ailleurs, on voit à cette période-là des nouvelles tendances aussi, c'est ce qui s'est un peu dans la presse. On parle, notamment, il y a cette arrivée du fact-checking
avec tout ce qui est les décodeurs, des choses comme ça. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots? Comment vous analysez cette nouvelle tendance dans la presse? Alors, effectivement, le fact-checking a surgi dans les années 2010 en France. Et il a petit à petit dévoré toute la respectabilité des rédactions françaises. Les journalistes sont devenus comme ça les espèces de petits gardes-barrières des faits acceptables ou pas. Ce qui est, quand on fait un pas de recul historique, totalement incroyable. Parce que les journaux ont été fondés par des gens qui voulaient faire avancer des combats, qui avaient des idées. Dans les journaux, on trouvait du souffle, on trouvait des plumes. On ne trouvait pas des petits fonctionnaires qui vérifient si effectivement tel ou tel ministre a bien fait payer ses notes de frais par tel ou tel... voilà. Bon, voilà. Et en fait, si vous revenez à l'histoire, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, bon, les Français ont souvent 30 ans de retard, voire plus sur les États-Unis. Enfin, le pire de ce qui arrive aux États-Unis, généralement, nous arrive 30 ou 40 ans plus tard. Et en fait, c'est à partir du moment, quand on voit l'histoire, où les grands groupes américains, où la presse Wall Street a commencé à racheter les organes de presse petit à petit, que les écoles de journalistes se sont créées, comme par hasard. Et déjà avec cette doctrine de la neutralité absolue, de l'objectivité, bon, non-militantisme, de la condamnation absolue du militantisme, voilà, qui vous condamne à Pôle emploi. Bon. Et sérieusement, ça n'est pas, effectivement, cette coïncidence n'est absolument pas un hasard. C'est-à-dire que cette idéologie de la neutralité, de l'objectivité, elle sert bien entendu les propriétaires de cette presse-là, mais elle sert aussi les journalistes d'un point de vue psychologique. Parce que vous devez aussi pouvoir vous regarder dans une glace. Enfin, même dans les écoles de journalisme, quand même, vous savez, un journaliste, oui, quand même, il doit défendre les faits, il doit s'arc-bouter sur un certain nombre de valeurs. Il doit constituer une apparence d'opposition loyale au pouvoir, quel qu'il soit. C'est quand même ça la fonction du journaliste. Mais ne pouvant plus le faire, à partir du moment où votre patron est un des principaux hommes d'affaires du pays, très souvent en négociation directe avec l'Élysée, eh bien vous vous rabattez sur le formalisme des faits, une espèce et cette attitude-là, on l'a vu s'exercer encore récemment sous Macron. Je peux prendre des exemples collectivement. Par exemple, lorsque Emmanuel Macron, qui était quand même le candidat, le média darling du système, le candidat du CAC 40, tout le monde le voulait. Sous Hollande, les gens faisaient déjà le siège de l'Élysée pour l'avoir au moins comme ministre de l'économie, ce qu'ils ont obtenu. Donc vraiment, il était allé très très loin dans l'intimité avec ces gens-là. Et à un moment donné, à peine élus, les rédactions des grands groupes du CAC 40, qui avaient toutes contribué à faire, d'une façon ou d'une autre, élire Emmanuel Macron, ont fait un texte collectif pour dire oui, c'est anormal, maintenant l'Élysée entend décider des journalistes qui seront embedded pour suivre le président, nous n'accepterons pas ça, etc. Une espèce de grande déclaration, de charte, de machin, qui évidemment a été un flop total, et pour cause. Mais régulièrement, les journalistes mainstream ont besoin, comme ça, de rappeler qu'ils ne sont pas les carpettes que tout le peuple pense qu'ils sont. Voilà. Donc l'idéologie des écoles de journalistes, de la neutralité, elle s'ancre en fait dans quelque chose de profond. Donc pour en revenir à votre parcours, vous revenez à l'Obs en 2014, dans un contexte très particulier. On a un changement d'actionnaire avec l'arrivée d'un triumvirat à la tête du journal. Et on est aussi, et ça arrivera quelques mois après votre retour, mais dans le contexte des attentats terroristes de 2015.
qui a été l'occasion d'une droitisation extrême du champ politique en réponse à ces attentats, donc, des états d'urgence, des restrictions des libertés, mais également un effet d'aubaine en quelque sorte de toutes ces mesures pour un gouvernement qui s'était radicalisé, notamment avec l'arrivée en 2014 également, en août 2014, d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie et de ces lois travail qui vont émailler les deux années qui suivront. Vous revenez en tant que directrice adjointe. Comment est-ce que ça se passe à ce moment-là? Comment est-ce que vous retrouvez, est-ce que vous pensez pouvoir retrouver une certaine marge de manœuvre à ce poste-là? Je suis revenue à l'Obs après 3 pleines années à Marianne parce que je ne supportais plus, je peux le redire ce soir parce que je l'ai déjà dit, donc je ne supportais plus le climat islamophobe au sein de la rédaction de Marianne qui, sous couvert, et on revient aux problématiques actuelles, hein, et on est loin d'en voir le bout, sous couvert de laïcité, sous couvert d'universalisme républicain, etc., comprenait en son sein des éléments extrêmement radicaux qui avaient vraiment un agenda anti-arabe très très dur et qui l'exprimait de façon intolérable parfois, jusque dans des réunions publiques. Hein. Alors, ça ne se passait pas forcément bien, heureusement, on était quelques-uns à s'insurger, mais ça se passait quand même, c'est quand même incroyable. Donc, il y avait un climat assez détestable. Moi, je ne me reconnaissais pas du tout, après les assassinats commis à Toulouse par Mohamed Merah, d'enfants juifs notamment. Le climat était tellement violent, je ne me reconnaissais plus du tout dans les unes, j'avais du mal vraiment avec certaines personnes influentes là-bas, donc je cherchais une solution de sortie. Voilà, le journal L'Obs a été racheté par 3 nouveaux actionnaires, donc on leur laissait le bénéfice du doute. Et donc je suis revenue à l'Obs. À l'Obs, effectivement, il y a eu un moment, souvenez-vous de l'été mondial, hein, d'ailleurs, souvenez-vous de l'été 2015, il y a eu un moment d'espoir pour la gauche. Il y a eu l'expérience Syriza en Grèce, il y a eu l'expérience Podemos. Il y a eu l'idée avec Nuit debout, au printemps 2016 en France, il y a eu l'idée peut-être qu'à nouveau le peuple pouvait se faire entendre, pouvait infléchir les traités européens, qu'on pouvait remettre à plat tout ça. Il y a eu cette idée-là. Bon, on n'était pas non plus complètement aveuglés, mais enfin, il y avait quand même cet espoir, et ça change totalement le climat d'une époque. Donc, c'est vrai que le pouvoir, qui était à l'époque le président de la République était François Hollande, comme vous le savez, quelqu'un d'extrêmement hostile à l'extrême gauche, enfin ce qu'il appelle l'extrême gauche, qui est juste la gauche socialiste authentique, hein, la gauche radicale, le Mélenchon, etc. Donc ils étaient ils étaient très inquiets en fait. Avec le recul, ça paraît peut-être un petit peu excessif leur inquiétude. Vis-à-vis de Nuit debout. Vis-à-vis de Nuit debout, vis-à-vis de Podemos. Moi je me souviens que j'étais allée interviewer Pablo Iglesias à Madrid à l'époque. C'était un personnage, il marchait sur l'eau à l'époque, littéralement. Il y avait beaucoup d'espoir, hein, autour du poids qu'il pouvait avoir au sein de l'Union européenne. J'ai suivi aussi Syriza l'été, même sur place, à Athènes, place Saint-Agma, etc. Et vraiment, ils ont fait le choix de tuer ça, en fait. Ils ont fait le choix de tuer cette voie de gauche populaire possible, qui commençait, qui a payé ses fruits, puisque des intellectuels surgissaient pour nous accompagner. Il y avait vraiment un souffle qui revenait, qui était, me semble-t-il, dans l'esprit de l'Obs des années 70, mais ils ont fait le choix de briser ça, de couper ça. C'est ce qu'ils ont mis en œuvre, effectivement.
Alors, au milieu de ça, effectivement, il y a les attentats de 2015. On peut peut-être en toucher un mot, je pense que vous vouliez qu'on le fasse. Alors, en termes législatifs, c'est vraiment là que tout se précipite. Et aujourd'hui encore, c'est toutes sortes de militants, gilets jaunes, écologistes, sont fichés S, c'est-à-dire sont considérés comme des gens qui attentent à la sécurité, à la sûreté de l'État. C'est grâce à la loi, c'est grâce aux lois passées pendant les attentats islamistes de 2015, voilà, qui maintenant servent voilà, à toutes sortes de choses. Donc, évidemment, la France a connu des attentats absolument abominables, traumatisants. Je pense néanmoins que même dans ces moments-là, il faut toujours garder la tête froide. C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, je l'ai dit aussi, pas plus que je suis allée à la marche contre l'antisémitisme dimanche dernier à Paris, je ne suis allée à ce type de manifestation. Même si j'ai perdu un ami de la rédaction de Charlie Hebdo, qui était un dessinateur dans cette affaire, mais je ne suis pas allée marcher avec Netanyahou, François Hollande, et je n'ai pas souhaité participer à ce que Emmanuel Todd a qualifié de flash totalitaire. Voilà. Parce que assez rapidement, il a été clair au bout de 2 jours qu'on était dans un moment d'hystérie absolue. Des paroles extrêmement graves étaient prononcées sur les antennes. Moi, je sais que j'ai été traitée sur Europe 1 de complice des frères Kouachi, simplement pour mes prises de position dans le Nouvel Observateur. On avait atteint un degré de folie absolue. Malheureusement, qu'on est en train de retrouver aujourd'hui depuis les attentats du 7 octobre. Mais il est certain que cette période a été absolument clé en matière d'accélération de la dégradation de la liberté d'expression, de manifester et de penser dans notre pays. C'est aussi le début d'un cycle de protestation sociale, hein, comme en 2016, la loi travail de Macron, grand contre-mouvement dans la foulée de Nuit debout d'ailleurs, c'était à peu près concomitant, qui se poursuivra ensuite avec les Gilets jaunes, avec les mouvements contre la retraite dont on va un peu parler. Donc c'est vrai que c'est une période vraiment charnière pour l'histoire du pays. Et donc il se trouve qu'à ce moment-là, les relations se tendent à l'Obs. On en viendra justement à votre licenciement à l'époque de ce journal. Comment les choses ont commencé à dégénérer? Quel a été l'élément déclencheur de cette... Ça a été très brutal et très rapide. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a eu aucun avertissement préalable, aucune discussion préalable, rien du tout. Ça a été une convocation du matin pour le soir. Voilà. Donc, cette brutalité-là, elle signe le licenciement actionnarial. Parce que cette violence-là, elle était inconnue dans le milieu de la presse. Franchement, quand vous étiez journaliste à l'Obs ou dans d'autres grands titres au monde, vous étiez... c'est comme le fonctionnariat, vous étiez comme un prof d'université. C'était exactement le même genre de carrière et de statut. Voilà. Donc, ce qui s'est passé en gros, ça s'est passé pendant Nuit debout. Ça s'est passé juste avant la fin de Nuit debout. Et ça s'est passé parce qu'à l'époque, voilà, il se trouve que mon compagnon était le leader de Nuit debout. Et que cette affaire, cette relation-là a été exploitée, montée en épingle pour jeter le doute sur mes prises de position, mes actions, ce qui était complètement
débile en plus, puisque d'abord, Nuit debout n'en avait absolument rien à faire de ce qui se passait à l'Obs. Déjà, il faut être d'un autre monde, il faut être du monde de François Hollande et ses prédécesseurs pour imaginer des choses pareilles. Et en plus, il se trouve que moi, par intégrité personnelle, je ne touchais absolument pas à tout ce qui relevait de Nuit debout. Donc voilà. Mais le fantasme de l'ennemi intérieur, le fantasme de la 5e colonne de gauche, voire d'islamo-gauchiste, parce que moi j'ai entendu ça toute ma carrière. Toute ma carrière à l'Observatoire m'a reproché cette sympathie, soi-disant pour les musulmans. Voilà. Donc tout ça mis bout à bout a créé cette situation. Je dois dire, il faut leur rendre justice, que la rédaction de l'Obs et même de tout le groupe Le Monde a été entièrement solidaire, puisqu'il y a eu une motion de censure votée à plus de 95% par l'ensemble des salariés contre la direction, contre cette mesure, mais rien n'y a fait. Et rien n'y a fait parce que derrière cette mesure, il y avait Xavier Niel, tout simplement. Et que personne ne peut désormais s'opposer dans la presse à l'une des 10 plus grandes fortunes de France. Vous avez fait condamner l'Obs pour licenciement abusif, en appel également. Et dans la foulée, vous avez écrit Le Monde libre, qui est un ouvrage coup de poing, dans lequel vous racontez la mise à sac économique et intellectuelle d'un métier qui a, comme l'a dit le professeur Beignet-Clave, qui a obtenu le prix Renaudot en 2016 et qui a été un pavé dans la mare, quand même, on peut le dire. Quelles ont été les réactions à l'ouvrage quand vous l'avez publié ? Alors les réactions, elles ont été de plusieurs types. Du côté du métier, il y a eu une crispation forte. Moi, j'ai subi de véritables campagnes contre moi. Les fameux fact-checkers, ça s'appelait les décodeurs du Monde, me harcelaient sur les réseaux sociaux, traitant de complotistes tous ceux qui osaient émettre l'idée que les actionnaires intervenaient sur la ligne des journaux, ce qui pourtant maintenant me semble quasiment mainstream comme point de vue en fait, puisque en fait quand on a une fortune colossale, pourquoi investir dans une activité aussi déficitaire que la presse si vous n'en tirez pas d'avantage, voilà. Donc il y a eu ça, mais il y a eu aussi beaucoup de solidarité, je dois dire. C'était vraiment un moment extrêmement émouvant parce que dans plein de médias, même dans le groupe Le Monde, des gens m'ont contacté et ils m'ont dit qu'ils se sentaient exprimés, qu'ils se sentaient vengés, qu'ils se sentaient que pour eux ça avait été un choc de le voir écrit noir sur blanc. Parce que l'ambition quand même de ce livre, je tiens à le dire, au-delà de mon affaire personnelle, qui maintenant en plus est banalisée, puisque maintenant on licencie les journalistes de plus en plus à un rythme soutenu. Mais non, c'était vraiment... L'ambition, c'était d'écrire de l'intérieur 15 années de dégradation continuelle de l'espace intellectuel français, sous le prisme médiatique, mais sous le prisme intellectuel, sous le prisme politique, etc. Parce que j'essaie de raconter dans Le Monde libre comment on produit des générations de gens totalement qui vont voter, mais qui sont en réalité complètement agis par une ingénierie sociale extrêmement performante qui les fait voter contre leurs propres intérêts, tout simplement. Moi, tout le monde en a, je pense, autour de soi en France. J'ai autour de moi c'est ça qui me fait le plus de peine, en fait. J'ai des gens qui sont des cadres moyens, voire qui gagnent très mal leur vie, qui sont des agents de maintenance, voilà, qui ont voté Macron en 2017, qui ont voté Macron en 2022, qui votent
qui votent pour celui qui fait les poches de toute cette classe à laquelle ils appartiennent. Et comment est-ce qu'on... C'est ce mystère-là que j'avais envie de comprendre à travers ce livre. Comment on produit ça? Comment on produit une caste journalistique suffisamment à la bas du pouvoir pour être capable de mettre ça dans les esprits? Et comment on discrédite les intellectuels dont on parlait tout à l'heure? Comment on fait monter une pensée molle, une pensée tiède, un phénomène qu'a analysé Perry Anderson en son temps, où il parlait d'ailleurs énormément du Nouvel Observateur, hein, qui a vraiment été un laboratoire d'expérience pour la destruction de la gauche française. Et c'est ça que j'avais envie de comprendre, parce que j'avais le sentiment d'avoir eu la chance, si on peut dire, historique, d'être aux premières loges de cette affaire. C'est un ouvrage qu'on ne peut que recommander à tous les gens qui se destinent au journalisme, puisqu'il dit les choses vraiment de façon claire, mais aussi avec une plume acérée, et qui c'est très agréable. Ça se lit comme un roman presque, alors qu'en fait c'est vraiment c'est presque une tragédie en fait, c'est la façon dont c'est écrit. Donc on est en 2016 à ce moment-là, c'est-à-dire un an ou quelques mois avant l'élection d'Emmanuel Macron, à laquelle vous assistez, que vous pouvez analyser en indépendance totale à cette époque-là. Vous étiez avec là-bas si j'y suis. Absolument. Et puis Mediapart également, avec Alain Badiou. Alors effectivement, je me retrouve au chômage du jour au lendemain. Et je vais entrer un moment à là-bas si j'y suis, le site de Daniel Mermet, pour justement commencer à lancer une grande série d'entretiens d'intellectuels qui s'appelait La guerre des idées. C'est toujours des très bons camarades, hein, d'ailleurs, là-bas si j'y suis, que je salue, hein, qui fait partie des dernières personnes du pays qui se battent. Effectivement, par contre, je n'ai plus d'espace pour analyser la campagne d'Emmanuel Macron 2017. Je me retrouve dans une situation où j'ai plus de tribune pour publier où que ce soit ce genre d'analyse sur ce qui est en train de passer. Donc je vais faire juste avant l'élection d'Emmanuel Macron, le premier tour, un texte qui s'appelle Emmanuel Macron, un putsch du CAC 40, qui est un très long texte et que j'ai publié sur un blog de façon, sans aucune institution, sans aucune corde de rappel derrière. Mais c'est vrai que quand je le relis, je pense que beaucoup de choses, en fait, y étaient. Et notamment sur le programme des vacances, qu'on entend souvent dire parmi les CSP+ français, mais oui, mais on ne pouvait pas savoir, il nous a trahis, quand même, il y avait des idées intéressantes, reconnaître que la colonisation était un crime contre l'humanité, qui a fait, tu peux pas dire que c'est quelqu'un de droite, ou qu'une personne à droite ne ferait ça, etc. Donc quand même, tout n'est pas acheté, etc. Bon, en réalité, le programme de 2017 était d'une férocité sociale absolue, et on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il fait absolument ce qu'il a annoncé. C'est-à-dire qu'il y avait le contraste avec, à l'époque, le candidat dont la candidature a explosé en vol, François Fillon, qui lui avait promis de manière franche des larmes et de la sueur, alors que Macron était quand même dans une certaine ambivalence malgré tout. Absolument, et d'ailleurs, je me souviens, je ne donnerai pas de nom, quand ce sont des conversations personnelles, je n'en donne jamais, mais je me souviens d'un intellectuel français fort célèbre qui m'avait dit, juste avant le premier tour, vraiment, Fillon me fait très très peur. François Fillon est capable de faire tirer sur la foule. Voilà. Alors effectivement, on a vu ce que Emmanuel Macron était capable de faire, sa dureté véritable. C'est pas la Commune de Paris, hein, qu'on a vécu à travers les Gilets jaunes. Il faut remettre les choses à leur place. Mais enfin, des mutilations physiquiques en nombre qui ne reçoivent aucune condamnation en justice, puisque maintenant les procès sont en train d'aboutir, qu'il n'y a toujours pas un seul policier qui a été condamné en France pour ses exactions pendant les Gilets jaunes. Voilà.
D'après Amnesty International, on parle d'au moins 2500 blessés et de plusieurs dizaines de personnes ayant perdu un œil, à cause notamment de cet armement. Une trentaine de personnes, un œil ou un bras ou une main. Voilà, parmi nos camarades, nos soutiens, on a Antoine Boutinet, des mutilés pour l'exemple. Voilà. Ce sont des parcours de vie absolument abominables. On a aussi, il faut y penser, toutes les condamnations judiciaires extrêmement lourdes et dramatiques qui ont été prononcées sur des milliers de personnes. En comparution immédiate souvent, c'est-à-dire sans vraiment... En comparution immédiate, voilà, par des gens qui ne connaissent pas la justice et qui n'avaient pas d'avocat. Enfin, vraiment une boucherie incroyable qui s'est reproduite d'ailleurs avec les émeutes récemment. Et aussi les répercussions sur la vie de ces gens, puisque moi j'ai consacré mon second livre, La fièvre, au destin d'un gilet jaune de 35 ans de la Creuse, que j'ai vraiment connu dans le mouvement, et qui s'est suicidé au bout de 6 mois, à la fin du show du mouvement, après avoir été lourdement condamné en justice pour un jet de pavé qui n'a blessé personne et qui d'ailleurs ne visait même pas à blesser qui que ce soit, qui était un simple geste de colère. Puisqu'on en vient au mouvement des Gilets jaunes, donc qui, pour le rappeler, émerge à l'automne 2018, au novembre 2000, on est presque aux 5 ans, anniversaire des 5 ans, dans 3 jours je crois. Demain, ouais. Le 17, pour le premier acte de ce mouvement. Donc qui est né à la suite de l'introduction d'une augmentation de la taxe carbone, de la taxe sur l'essence, qui ensuite s'est étendue à des revendications bien plus variées, bien plus profondes, bien plus chargées démocratiquement et politiquement, avec une vraie volonté de faire revivre la démocratie participative, de faire revivre la délibération, de visibiliser la souffrance sociale aussi. Et qu'est-ce qui vous avez été directement emporté par ce mouvement ? Comment l'avez-vous appréhendé dès le départ et quelle a été la portée pour vous de cet événement ? Elle a été extraordinaire. Elle a été immédiate. Moi, j'arrive pas le 17 novembre parce que c'était pas un mouvement parisien, vraiment encore le 17 novembre. Le 24 novembre, la semaine d'après, que le mouvement arrive sur les Champs-Élysées, qui a vraiment un gros mouvement. Et je me trouve à 10h du matin, le 24 novembre, au rond-point des Champs-Élysées, exact à quelques centaines de mètres de l'Élysée, au moment où tout a explosé. Et j'ai eu la certitude immédiate de vivre un moment comme on en lit dans l'histoire de la Commune, des journées de 48, de l'histoire de la barricade. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu des barricades, des barricades qui en plus avaient le charme d'être spontanément levées par des gens qui ne savaient même pas ce que c'était qu'une barricade. Donc ça, c'était magnifique. Ça, c'était magnifique parce que c'était des gens absolument pas politisés, c'était pas des gens syndicalisés, informés de l'histoire de la gauche, de l'histoire de l'insurrection, et qui néanmoins ont repris spontanément tous les codes. C'était extrêmement touchant parce que c'était c'était absolument transpartisan. Et ça, moi, ça m'a beaucoup touchée, ça. C'était pas des professionnels de la révolte. C'était tout le monde. C'était pas le métro à 5h parce qu'il venait de province où il n'y a pas de métro. Mais c'était tout le monde. C'était tout le monde. Des gens qu'on ne voit jamais à Paris. C'était des jeunes pères de famille de 20 ans qui avaient roulé toute la nuit depuis la Bretagne pour être présents sur les Champs-Élysées. C'était des personnes âgées, c'était... L'aspect transgénérationnel était particulièrement marquant. Absolument transgénérationnel. Il y avait des très jeunes et il y avait des retraités.
Et il y avait toutes les couleurs politiques. Et ça, c'est vraiment le signe d'un mouvement extrêmement profond, me semble-t-il, parce que ça évoque justement finalement l'ambiance de la résistance française, puisque, il faut le savoir, pendant la résistance française, il n'y avait pas que des communistes propres sur eux, il y avait aussi une droite dure qui était représentée. Et d'ailleurs, Daniel Cordier, le secrétaire particulier de Jean Moulin, venait de l'extrême droite. Donc, et après, évidemment, a fait tout un parcours. Voilà. Et moi, je pense que ça m'a appris beaucoup de choses. D'abord, ça m'a appris beaucoup de choses sur l'état du peuple français. Et ça a beaucoup marqué tous les gens qui étaient avec moi pour faire les reportages aussi, parce qu'on y était toutes les semaines. C'est-à-dire la pauvreté du peuple français en train de monter. Ces gens nous expliquaient concrètement dans la rue, voilà, moi le 8 du mois il me reste ça, le 15 du mois il me reste ça, et puis après j'emprunte à ma grand-mère, et en fait s'il n'y avait pas le potager de ma grand-mère, je ne pourrais même pas manger, etc. C'était incroyable. Toute cette réalité-là en fait qui est cachée par la classe médiatique en fait, dont on ne voit jamais de représentants, parce qu'ils n'ont jamais la parole, on les voyait surgir et ils étaient pleins pas seulement d'envie d'en découdre, mais d'envie d'être entendus, vraiment. Et ça a été hyper émouvant parce que on a vu aussi des gens évoluer. Moi je suis allée à des actes de Gilets jaunes en province. Sur les ronds-points. À Bourges. Pour expliquer qu'il n'y avait pas seulement des manifestations à Paris. C'était très rural. Moi j'ai passé Noël 2019 sur le rond-point de Château-Renaud où j'ai une ville où j'ai de la famille et qui est la commune la plus pauvre d'Indre-et-Loire. Une commune qui, à une époque, votait la droite classique, RPR, et qui maintenant vote évidemment massivement Marine Le Pen. Mais ce qui m'a énormément frappée, c'est que toutes les fois où nous sommes allés sur ce rond-point-là, jamais ces questions-là n'étaient mises sur le tapis. Ça, je peux en témoigner, il n'y avait jamais la question de l'immigration, des Arabes, de machin, tout ce qui fragmente au quotidien la société française, si l'on en croit les médias. Mais par contre, les gens se parlaient pour la première fois. On a assisté à des scènes où les gens disaient « Mais oui, mais toi, je te vois souvent à l'hypermarché Carrefour et tout. Mais c'est la première fois qu'on discute. » Les gens qui vivaient côte à côte, mais qui sont totalement séparés en fait par le système, chacun devant sa télé, chacun dans son coin avec ses problèmes, se réunissaient, se parlaient pour la première fois. Donc on était vraiment dans la politique au sens radical du terme, parce que la politique c'est ça, c'est on se retrouve et comment on va organiser notre vie autrement pour vivre mieux ensemble. Et tout ça, c'était ça le mouvement des Gilets jaunes en France. C'était magnifique. Et d'ailleurs, pour conclure, ça n'est pas un hasard si la première chose qu'a fait le gouvernement contre ce mouvement, la plus urgente, c'était d'évacuer les ronds-points pendant les vacances de Noël 2019 pour que surtout le mouvement ne s'ancre pas dans les territoires, dans les provinces, et que ça redevienne un truc de violence parisienne spectaculaire qui puisse être géré par une pure répression, quoi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont évacué quasiment tous les ronds-points à ce moment-là. Oui, et la répression a été immédiate. Et la répression a été d'une violence ahurissante. Voilà, moi il se trouve que nous on était sur les Champs-Élysées le 1er décembre, le 8 décembre et tout jusqu'à la fin. Le 16 mars encore, quand le Fouquet a brûlé, c'est la première fois que j'ai peur, que j'y vais, que je vais faire mon métier, mais la peur au ventre. Et que je me dis que peut-être le soir, je vais rentrer mutilée ou Dieu sait quoi, vraiment. Et de fait, on a eu beaucoup de journalistes dans mon équipe, donc aux médias puis sur QG, qui ont fait des gardes à vue, qui ont été interpellés de façon abusive,
Voilà. Après, j'ai vécu toute la séquence. À partir du moment où je fonde le média QG, on est en juin 2019, donc le mouvement existe encore, mais c'est là un petit peu la fin. Nous n'avons eu que des histoires avec la police, quoi. Enfin, voilà. Et ça, c'était quand même, pour les journalistes en France, c'était quand même inconnu avant. C'était placer en garde à vue des jeunes reporters de chez nous qui étaient là comme témoins pour filmer, qui n'ont absolument pas participé aux violences, évidemment. Et les maintenir en garde à vue 48 heures tout en sachant qu'il n'y a absolument rien à leur reprocher, sont des choses complètement inédites dans notre pays. J'aimerais revenir un instant sur La Fièvre, votre roman, publié en 2020, parce qu'il y a 3 personnages dedans qui donnent une certaine idée de certains archétypes de ce qui ne va pas en fait en France. Dans le sens où on a donc évidemment le personnage de Johan qui est très isolé socialement, qui vit près de ses parents dans la Creuse, qui finit par se suicider à la fin de l'ouvrage. On a le personnage de Laurent Bourdin, qui est un intellectuel critique, entre guillemets, qui lui est complètement dépassé par les événements, n'arrive pas du tout à comprendre ce qui se passe, et qui est lui-même en fait dans une sorte d'isolement social, mais d'isolement de sa classe, des classes éduquées, comme on dit. Et on a aussi le personnage d'Eliel Laurent, qui est journaliste à Libération, et qui lui, au départ, ne comprend pas du tout le mouvement, mais se retrouve emporté, parce qu'il est lui-même en fait confronté via les Gilets jaunes à son propre déclassement en fait. Et comment vous pensez que ces personnages illustrent des tendances en fait Alors, le personnage de Johan, qui est un gilet jaune que j'ai connu, même si c'est romancé, mais c'est un destin absolument tragique. C'est un hasard total. Il se trouve que c'est la première personne que je remarque vraiment le 24 novembre descendant les Champs-Élysées, parce qu'il se trouve qu'il avait une taille une stature très haute, et que c'était le chef déjà des Gilets jaunes creusois, qu'il avait déjà. Donc il était escorté comme un roi sans royaume. Donc c'était un spectacle très très singulier, quoi. Donc je l'avais repéré et j'ai assisté 2 heures plus tard à son arrestation par les gendarmes. Voilà, donc c'était la première fois qu'il mettait les pieds à Paris, et ça a été la dernière fois qu'il a mis les pieds à Paris. Il venait de la Creuse. Donc lui, évidemment, c'est quelqu'un qui me touche énormément. J'ai essayé à travers lui de mettre esthétiquement, politiquement, toute la beauté que m'avait inspiré les Gilets jaunes. Voilà. Le personnage de Laurent Bourdin, l'intellectuel radical, il est particulièrement important pour moi parce que, évidemment, c'est une satire, évidemment, c'est un personnage composite de tous les travers un petit peu des intellectuels français d'extrême gauche aujourd'hui, mais en quelque sorte, il correspond c'est un stéréotype mais qui correspond vraiment à une faillite de la gauche radicale actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, on oublie parce que les gens n'ont pas les yeux rivés à ça, et puis, mais ils n'ont pas été présents. Ils n'ont pas été présents en novembre, ils n'ont pas été présents en décembre, et ils commencent à ressurgir un petit peu sur le thème des violences policières, qui est l'intellectuel de gauche peut remettre ses charentaises, il sait où il est, la police c'est pas bien, CRSS très bien, donc là voilà. Ce que n'étaient pas du tout les Gilets jaunes, puisqu'eux voulaient fraterniser avec les policiers, et ils sont plutôt des gens d'ordre à la base, donc voilà. Mais avant, ils ont été absolument tétanisés par le surgissement de la force populaire. C'est dire les risques d'ailleurs que les gens qui ont participé à ce mouvement ont pris, parce que vraiment le pouvoir a eu peur. Ça, c'est une absolue certitude. On a maintenant des gens qui essaient de documenter la chose. Je pense notamment au journaliste d'investigation Vincent Nouzille, qui vient publier un livre après la bataille justement sur les dérives du renseignement français.
et qui établit, Vincent Nouzy, c'est pas un gauchiste qui essaie de faire avancer je ne sais quel agenda, c'est pas un complotiste, machin. Il parle absolument, d'ailleurs, les sources de son livre sont au ministère de l'Intérieur. Il y a les anciens ministres, les préfets de police, etc. Mais il y a aussi des sources anonymes, bien sûr. Il y a beaucoup d'œuvres. Mais à partir du 17 novembre, 5 ans, demain, l'anniversaire, donc 2018, plus de 2000 personnes vont être mises sur écoute. Je ne sais pas s'il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Des gens qui n'ont commis aucun délit. Des gens qui veulent juste rétablir un peu de justice sociale dans ce pays. Et en plus, les programmes spontanés Gilets jaunes du départ étaient absolument pas radicaux. Ce sont les premiers à critiquer le communisme, etc. Non, c'était vraiment une idée redistributive très, très basique, quoi. Et des gens ont été traqués, des gens ont été mis sur écoute, des appartements ont été... c'est absolument dingue ce qui s'est passé. Et le pouvoir a vraiment pensé pouvoir être démis à ce moment-là. C'est très important de le savoir. Évidemment, il y a toute une bataille mémorielle pour que cette chose ne soit pas écrite, ne soit pas dite, parce que le pouvoir ne veut jamais admettre sa fragilité. Mais cet épisode, ces mois-là, ont montré que c'était réellement un colosse au pied d'argile. Et réellement, si les Gilets jaunes avaient été plus organisés, plus informés, si les intellectuels critiques, c'est là où je reviens à eux et au procès que je leur fais, avaient été à leur côté, le dessin aurait pu être tout autre pour ce mouvement. Mais ils ont été absolument lâchés, autant évidemment par la classe médiatique, politique, mais ils ont été lâchés aussi par la classe intellectuelle, qui s'est cachée, qui les a laissés dans ce face-à-face mortifère avec le pouvoir de Macron. Et ils ont montré pendant cette période quel genre de révolutionnaires ils étaient. Debord avait des mots extrêmement cruels à ce sujet, puisqu'il disait que les intellectuels aimaient le peuple pauvre pour pouvoir perpétuer ce geste généreux à son égard à travers les âges, et qu'en réalité, il n'entendait pas renverser la table. Mais j'ai vu à quel point cette phrase terrible était juste pendant ces moments-là. D'où le personnage de Laurent Bourdin que vous évoquez, qui est aussi l'occasion parce que voilà, à titre d'écriture, j'aime le portrait, j'aime la satire, et effectivement il y a une scène de La Fièvre où je les mets tous en scène en train de s'observer, de savoir qui le premier va oser faire un pas vers les Gilets jaunes ou continue à camper sur l'idée que ce sont tous des néofascistes. Comme avait dit le patron de la CGT dès le début du mouvement des Gilets jaunes. Et ces petits jeux de marquage et de surveillance et d'autosurveillance de la classe intellectuelle française sont à peu près aujourd'hui 90% de leur emploi du temps, malheureusement. Donc on peut en rire, ce que j'ai essayé de faire en écrivant ce genre de scène. On peut aussi en être triste, parce que évidemment, ça fonctionne en miroir avec la classe politique française actuelle, et qu'à gauche aujourd'hui, au sein de la NUPS, de la fameuse alliance de gauche, qui avait un petit peu marqué des points, pensait-on, aux législatives face à Macron, on est exactement dans le même genre de jeu. Et malheureusement, malgré la défaite, on peut le dire, des Gilets jaunes, il y a quand même eu une lueur d'espoir, c'est-à-dire en partie la fondation de QG, qui est liée aussi à ce mouvement, en tout cas à ses débuts, et dont le format tient beaucoup aussi à des leçons apprises au cours des Gilets jaunes. Si vous pouviez peut-être nous expliquer la Web TV. Alors merci de me donner l'occasion de parler de QG, en effet, notre média. Alors oui, d'abord, il y a deux leçons en fait qui ont été tirées au moment de la fondation de QG de ce que nous avions compris pendant les Gilets jaunes. La première, c'est que le pouvoir a très très peur des points de jonction entre peuple et
intellectuels radicaux, en tout cas intellectuels susceptibles de leur apporter des billes pour savoir la prochaine fois comment faire aboutir la vague. Ils ont horreur de ça. Ils ont horreur de ça. Et c'est vrai que moi, j'ai été frappée pendant le mouvement des Gilets jaunes. C'est ce qui faisait sa beauté aussi. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Mais de voir à quel point le désir qu'il y avait chez les gens de comprendre, de la soif de revenir au fondement de ce qui nous unit, de la démocratie, Constitution. de la Constitution, justement, exactement. Et non pas seulement d'ouvrir des bières, comme disait cet éditorialiste de LCI de l'époque. Et je me suis dit qu'il fallait recréer cet espace où on avait la chance à ce moment-là d'avoir encore une part non négligeable de notre public qui était très populaire, et aussi le meilleur des intellectuels critiques français d'aujourd'hui qui nous font confiance, qui viennent sur notre antenne. Et on voulait absolument recréer cet espace qui n'existait plus. La dernière fois que ça avait un petit peu existé au niveau audiovisuel, c'était sous Sarkozy avec l'émission de Frédéric Tadei, Ce soir ou jamais, qui était un truc incroyable pour ceux qui l'ont vécu, parce qu'on avait en direct des intellectuels qui envoyaient du lourd. Pendant 2 à 3 heures chaque soir. Pendant 2 à 3 heures chaque soir, avec concert systématique à la fin de l'émission. Rythme de dingue, mais des gens comme voilà, c'est là où on a vu ressurgir des gens comme Emmanuel Todd, comme Alain Badiou, Thomas Piketty, même si bon, il y a des nuances bien entendu, mais et ils étaient en direct et ils canardaient l'Élysée. Bon, Sarkozy a géré ça très habilement puisque il a réussi à transformer l'émission en hebdomadaire, puis à la faire disparaître. C'était très progressif. Voilà, ça a été une euthanasie lente, mais qui a réussi. Et je peux vous assurer que depuis, à la télévision publique, ce genre d'espace n'existe plus. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que les gens sont devenus idiots, comme le répètent et le pensent tous les patrons de rédaction à Paris aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les gens sont des crétins, qui ne veulent regarder que des séries télé ou Hanouna. Non, ce n'est pas vrai. Et nous l'avons touché du doigt à ce moment-là, pendant les Gilets jaunes. On a vu des gens assister à des 3 heures, 4 heures de conférences improvisées dans des salles lugubres et passionnées et redéfinir les règles de la prise de parole, de qu'est-ce que c'est qu'une réunion et pourquoi un tel a le droit de parler à une réunion et pas tel autre, etc. Tout ça, on l'a vécu. Donc, il y avait ça, et puis il y avait la dominante audiovisuelle aussi, parce qu'il y avait l'envie de QG à sa fondation, parce qu'il y a l'envie de s'adresser au plus grand nombre, et que malheureusement, et ça c'est pas valable pour les classes populaires seulement, c'est valable pour les CSP+, et leurs enfants, de moins en moins de gens consacrent du temps à lire des textes fouillés. Alors évidemment, il y en a encore beaucoup, ce qui permet de publier des textes remarquables, comme ceux de Thibaut Biscay, sur la dérive profonde du macronisme mis à la lumière de l'histoire en plus européenne et de ses drames. Mais on voulait quand même si moi je viens de la presse écrite et que je viens de l'écrit et que ça reste mon monde, on voulait donner la possibilité aux gens d'entendre ces paroles-là, d'entendre ces phrases de réveil, de se retrouver un jour comme ça, devant l'écran, sur Facebook ou sur YouTube, en train d'entendre un tout autre discours que celui qui est autorisé sur les chaînes d'information en continu. Voilà, et c'est ce qu'on est en train de développer aujourd'hui depuis 4 ans. Donc c'est un défi très très important, bien sûr, parce que c'est un média indépendant, donc qui n'a pas de tutelle, qui n'a pas d'actionnaire industriel, qui n'a pas d'actionnaire
majoritaire qui ait un agenda politique ou autre. Aucune publicité. Aucune publicité, bien sûr. Bon, ça, on n'en a pas parlé, ce serait trop long, mais c'est très important aussi. Aucune subvention des GAFA, parce que ça, on n'en a pas parlé non plus. Mais en clair, ce que les gens ne savent pas forcément, parce que c'est une des enquêtes les plus tabous à faire aujourd'hui en France et ailleurs, c'est que les GAFA, Facebook et autres, ont déversé des millions d'euros sur les rédactions françaises, ont vraiment financé les rédactions françaises pour que celles-ci se coulent dans leurs desiderata, dans les formats adaptés, et leur laissent rapter toutes les données personnelles dans les meilleures conditions possibles. Ce qui, en plus, nous, en France, pose un problème particulier de souveraineté numérique, puisque toutes les données des citoyens français appartiennent à des multinationales à 100% américaines, ce qui est quand même totalement fou, et que la question n'est même plus posée, et même plus posable, en fait, parce que le processus est allé trop loin. Tout à fait. Voilà, donc effectivement, on tente cette aventure qui est financée uniquement par les gens, par les citoyens, par ceux qui nous regardent et ceux qui s'intéressent à nous. Donc voilà. Et actuellement, effectivement, comme vous aviez la gentillesse de le rappeler, nous sommes en levée de fonds participative. C'est-à-dire que tout le monde peut nous aider à construire, à solidifier ce lieu sur qg.media. Un lieu absolument vital, très important, et auquel on souhaite une très longue vie. Et j'en profite pour vous remercier infiniment, Aude Lancelin, pour cet entretien. C'était, je pense, on ressort tous grandis. Et je vous propose d'applaudir notre invité.